Merci à ceux qui sont présents. Pour ceux qui restent, je vous propose de vous installer et on va enchaîner sur cette table ronde. Comment les politiques publiques peuvent-elles accélérer la décarbonation des transports? J'invite sur la scène Luc Matisse, qui sera votre animateur, qui est directeur du pôle transition écologique, industrielle et agricole au SGPI. Lucas Béchec, marketing manager chez Estuaire. Noémie Berkoff, directrice générale de Urban Loop. Fabio Lancellotti, partenaire chez Aster Capital. Et enfin, Thomas Doubly, qui est chef de département des transports fluviaux à la DGITM du ministère des Transports. Merci à tous d'être là. Vous pouvez les applaudir et on se retrouve pour les questions. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde dédiée à la décarbonation des transports. Donc, je suis Luc Matisse. Donc, comme ça a été dit, je travaille au SGPI. Le SGPI est responsable du plan France 2030, qui est un plan d'investissement qui a comme objectif de préparer la France de demain et de maximiser des impacts socio-économiques et surtout de placer la France comme position de leader sur des secteurs clés. La doctrine d'investissement est centrée sur l'innovation. 50% des crédits sont fléchés vers la décarbonation et 50% des crédits sont fléchés vers les acteurs émergents. Donc on est plutôt à la bonne place aujourd'hui. C'est pour ça que je suis heureux d'animer cette table ronde avec deux startups, un porteur de politique publique et un fonds d'investissement. Alors sur cette table ronde, on a essayé de dépasser un peu les lieux communs. Nous aurions pu nous concentrer sur les grands leviers de décarbonation, donc le véhicule électrique, les carburants durables aériens, les nouvelles motorisations ou la vulnérabilité des approvisionnements en métaux critiques pour la décarbonation. On a choisi de faire un petit pas de côté et de traiter de sujets qui sont parfois éludés ou en tout cas peu traités, comme le fluvial, le transport public ou ferroviaire, des sujets aéros peu traités, et on a des leviers de décarbonation et des gisements d'innovation assez importants. Bon, à la fin de cette table ronde, j'espère que vous serez convaincus que l'innovation, si vous êtes là, c'est que vous l'êtes, mais en particulier, que l'innovation est un levier majeur pour la décarbonation et pour la transformation des secteurs concernés. Alors, sans plus attendre, je vais laisser les différents intervenants se présenter. Je vais commencer par Thomas. Vous êtes chef de département à la DGITM. Quelles sont vos responsabilités au ministère chargé des Transports? Bonjour à tous. Le département du transport fluvial assure le pilotage de l'infrastructure à travers la tutelle des opérateurs, donc Voies navigables de France, la Compagnie nationale du Rhône, EDF sur le canal d'Alsace, et puis aussi le projet de développement. Donc, le projet principal, c'est l'application du réseau Seine-Esco qu'on fait avec l'Union européenne dans le cadre du règlement européen des transports, et donc avec une société de projet, notamment pour le chaînon manquant français, qui est le canal Seine-Nord-Europe, qui est en cours de construction, puisqu'il y a aujourd'hui des travaux sur les 107 km de canal. Et puis par ailleurs, on s'occupe de toute la réglementation en lien avec la Commission centrale pour la navigation du Rhin, notamment, sur toute la partie certification des bateaux et certification et qualification professionnelle des équipages. Noémie, vous êtes directrice générale d'Urban Loop. Parlez-nous un peu d'Urban Loop. Tout à fait. Urban Loop, ça propose une solution de transport décarbonée. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment fondamental et on remplit pas mal des cases que vous avez citées, c'est-à-dire on est une start-up, l'entreprise est née en 2019, on est en train de passer en mode projet, en mode industriel et on propose de révolutionner la mobilité avec une solution électrique sans batterie, complètement décarbonée et autonome. Donc on a fait un premier démonstrateur pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 avec un certain nombre d'entre vous ici et on en parlera, le soutien, un soutien institutionnel important. On a transporté à ce jour plus de 35 000 voyageurs et c'est une première mondiale française dans le cadre des JO. Donc tout à l'heure, vous verrez s'afficher, j'espère derrière moi, la petite capsule Urban Loop. Système de transport donc autonome, ça fait à peu près 1 mètre de large, 4 mètres de long, 2 mètres de haut. Et on monte dedans à 4, 8 ou 12. Lucas, vous êtes marketing manager chez Estuaire. Que développe votre start-up? Bonjour à tous. Donc Lucas Béchec. Chez Estuaire, notre mission, c'est de réduire l'impact climatique de l'aviation. Et la manière dont on va le faire, c'est qu'on va évaluer les émissions CO2, mais aussi les émissions non CO2 de l'aviation. Et on estime qu'aujourd'hui,
un tiers de l'impact climatique de l'aviation est dû à ces effets non CO2. Donc j'aurai l'occasion de discuter un peu plus sur ce sujet, mais quand on parle d'effets non CO2, on parle notamment de ce qu'on appelle des traînées de condensation en français, ou contrails, pour ceux qui sont plus anglophones. Et notre mission, c'est de mettre à disposition la donnée auprès des compagnies aériennes, des aéroports, des financiers, mais aussi de manufacturers, donc des personnes comme Airbus, Safran, pour qu'ils puissent actionner ces leviers de décarbonation qui sont, comme on le disait, un peu moins connus. Et enfin, Fabio, vous êtes partenaire chez Aster Capital. Est-ce que vous pouvez nous présenter un tout petit peu ce fonds d'investissement ? Oui, alors déjà, on est sûrement un fonds d'investissement. On gère plusieurs fonds d'investissement, mais on n'est pas qu'un gérant de fonds d'investissement. On se considère plus une plateforme sur l'innovation parce qu'on a une activité qui est le core business, qui est l'activité d'accompagnement effectivement de start-up sur plusieurs phases de leur parcours de croissance, avec du capital bien évidemment, mais pas que. Et aussi, on a une activité de conseil à l'innovation pour accompagner du coup les grands groupes dans leur démarche d'innovation, surtout dans les secteurs difficiles à décarboner. Donc typiquement l'énergie, le transport et l'industrie. Merci beaucoup. Alors Thomas, le transport fluvial existe depuis des millénaires. Effectivement, on utilisait le transport sur rivière, sur fleuve depuis bien longtemps. Et comment fait-on concrètement pour transformer en profondeur par l'innovation un mode de transport aussi ancien ? Alors merci. Alors en effet, puisqu'on retrouve des pirogues au musée Jacques Chirac, donc forcément, on a plutôt une expérience sur le modèle. Mais globalement, comment on fait ? Alors on fait parce qu'on est un petit secteur, et c'est un peu le message aussi que je voulais passer aux innovateurs qui sont présents dans la salle aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de filière industrielle support. On a parlé d'Airbus à l'instant, on peut parler d'Alstom ou de Siemens pour le ferroviaire, mais nous, on n'a pas de structure support. Je regarde juste s'il y a tout. Et donc, l'enjeu pour nous, non, il n'y a pas tout, donc c'est pas grave. L'enjeu pour nous, c'est d'assurer les réponses aux différents marchés. Alors nous, on a différents marchés aujourd'hui dans le secteur fluvial. Il y a le secteur évidemment du fret et du transport. Et j'ai déjà une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent décarboner leurs moyens de transport aujourd'hui et répondre à leurs objectifs RSE. C'est que le transport fluvial émet à la tonne transportée 5 fois moins de CO2 que le routier à l'heure actuelle. Donc, et la bonne nouvelle de long terme, là c'est plus pour les investisseurs quand on regarde sur 15-20 ans, c'est qu'en fait le transport fluvial, s'il a ces bons résultats-là, c'est qu'il consomme aussi 4 fois moins d'énergie à la tonne transportée. Donc dans un monde théorique où tout serait électrifié, on aurait besoin de moins de centrales nucléaires à construire pour transporter nos frets si on utilisait beaucoup plus le secteur fluvial. Et c'est l'un des enjeux aujourd'hui de l'innovation qui est portée sur l'infrastructure. Donc je le disais, des développements en lien avec l'Union européenne pour créer un bassin et des bassins fluviaux connectés à grand gabarit. En gros, grand gabarit pour nous, c'est des convois qui font 4 à 5 000 tonnes, notamment sur la partie céréalière ou sur la partie industrie lourde. Des convois qui font jusqu'à 185 mètres dans les écluses. Donc ça, c'est une technologie déjà assez mature, mais sur lequel il y a évidemment toujours de l'innovation. De l'innovation dans les services, ça c'est les services aux infrastructures, notamment parce qu'on est en train de passer toutes les écluses, y compris celles construites sous Napoléon III, à la téléconduite. Donc ça, c'est de l'innovation, c'est du numérique, c'est du pilotage, c'est aussi de la formation, on en parlait aussi pour les équipes. Et puis, aujourd'hui, on est sur une brique d'innovation sur le bateau pour aller encore plus loin dans le verdissement des flottes. Nous avons une profession qui est engagée, puisque la profession et les ministères des Transports et de l'Énergie ont signé des engagements pour la croissance verte. C'était il y a déjà 4 ans, donc je tairai par décence le nom du ministre, parce qu'on a changé 5 fois depuis. Mais globalement, c'est un peu l'esprit d'aller plus loin dans ce verdissement-là. Et comme je le disais, on a une variété de bateaux très forte et on n'a pas de support technologique. Donc en définitive, des solutions peuvent être adaptées à des petits bateaux comme à des gros, peuvent être utiles à tous si on est par exemple sur de l'écopilotage ou sur du pilotage automatique. Et là, notamment, on s'est battu avec Voies navigables de France pour lancer un appel à manifestation d'intérêt sur la barge autonome. L'enjeu pour nous est d'essayer de faire des barges de fret autonomes, notamment sur des gabarits intermédiaires ou plus petits gabarits, pour pouvoir dédensifier des flux ou au contraire concentrer des flux vers le grand gabarit, de manière autonome pour diminuer en fait le coût du transport, parce que c'est un des enjeux aussi pour
pour assurer ce plan-là. Et puis il y a toute l'évolution et l'innovation que l'on a sur la décarbonation en tant que telle, donc avec plusieurs solutions qui sont aujourd'hui dessinées, plutôt de l'électrification sur la partie touristique, parce qu'en fait on a des branchements à quai assez réguliers et on peut faire du biberonnage et les bateaux ont une puissance et une charge qui permet de faire des circuits touristiques, parce que c'est l'essentiel du marché pour le transport fluvial. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas encore une technologie vraiment mature, et en tout cas ou économiquement abordable sur le transport du fret. Et donc, on accompagne les différents projets, que ce soit des projets gaz, méthanisation et valorisation du gaz, ou on a inauguré récemment une des premières barges hydrogène. On est le 3e pays à avoir un bateau 100% hydrogène, normalisé, validé par les services de l'État. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le prix qui pose difficulté sur cette technologie-là d'hydrogène. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le champ des possibles qui est très ouvert, la preuve, puisqu'on a déjà un certain nombre de réussites qui sont faites. Et puis ce que je voulais aussi signaler, c'est que c'est l'avantage, moi je suis un joueur de Lego, je fais partie de la génération Lego et toujours d'ailleurs, mais en fait on est un mode de transport qui acceptons les briques technologiques. C'est un exemple que je prends assez régulièrement, mais le bateau électrique hydrogène qui a transporté Raphaël Nadal et la flamme olympique pendant les Jeux et la cérémonie des Jeux, il avait des batteries de Renault Mégane pour son électricité. Donc ce qui montre l'agilité du secteur et la capacité qu'ont les investisseurs dans le secteur fluvial et les bateliers à suivre les innovations technologiques dès lors que ça répond à leurs besoins primaires. Merci beaucoup. Et donc, le transport fluvial est naturellement, enfin par construction, fortement décarboné, mais vous allez encore beaucoup plus loin et vous accélérez vers la décarbonation. Oui, alors il y a 2 enjeux. Il y a l'enjeu de report modal, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, une tonne transportée sur la voie d'eau, elle est beaucoup moins émettrice et beaucoup moins consommatrice d'énergie. Donc toutes les politiques publiques que nous menons vont pour faciliter le report modal. Et là aussi, il y a des briques d'innovation qui sont intéressantes à creuser. Notamment, ça c'est une problématique qui est valable sur tout le fret en matière de transport, hein, c'est les fameux retours à vide. Comment on s'assure que notamment les conteneurs reviennent pleins ou pas complètement vides comme aujourd'hui pour rentabiliser les flux retour. Donc ça, c'est des thématiques qui sont importantes. Le dialogue entre les différents flux logistiques, être capable de suivre sa marchandise de son client, de son producteur à son client final, c'est un des enjeux aussi d'innovation sur lequel aujourd'hui on travaille et on pousse les écosystèmes à travailler sur le sujet, avec une recherche d'un langage universel de la logistique pour permettre justement ce traitement de flux en interne et puis évidemment au-delà de nos frontières. Nous, on est sur un mode de transport qui est complètement intégré à l'échelle européenne. Comme je le disais, on a le facteur rhénan qui est depuis la guerre de 1870 le facteur qui est un trait d'union entre nous et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un batelier français et un batelier allemand quasiment. En tout cas, ils ont les mêmes règles, les mêmes normes qui s'appliquent à eux. Donc ça, c'est des points qui sont particulièrement intéressants. Et évidemment, c'est pas parce qu'on est vertueux qu'on s'assoit sur nos lauriers et qu'on attend les clients en disant grâce à la RSE, on va être sauvé. L'enjeu pour nous, c'est d'être toujours compétitif sur le plan économique, parce qu'on se dit que plus le transport fluvial sera pertinent économiquement, plus les acteurs privés y recourront de manière autonome et on n'aura pas besoin de politiques publiques incitatives, parfois coûteuses pour les finances publiques, vous me voyez venir, qui sont à mettre en place. Et puis, on a l'intention, c'est l'engagement de la croissance verte avec les professionnels, aussi d'assurer notre propre décarbonation. Nous avons une feuille de route qui a été validée au niveau européen sur ce sujet pour obtenir la neutralité carbone dans un premier temps, donc peut-être avec des carburants de type HVO qu'on partage avec le secteur aérien notamment. C'est l'un des enjeux sur lequel on travaille. Aujourd'hui, on est capable de passer du 100% GNR au 100% HVO sans changer le moteur. Et nous, on pousse notamment à passer sur des bateaux plus hybrides. Donc en gros, pourquoi je vous fais cette petite parenthèse? Parce qu'en gros, un moteur de bateau, et contrairement au routier, a une durée de vie d'une 40aine d'années. Donc assurer une transition écologique à l'horizon 2050, c'est agir dès aujourd'hui pour assurer cette transition de manière progressive et sans détruire de valeur. Comme je vous l'ai dit, l'enjeu, il est quand même capitalistique derrière économique. Donc l'un des enjeux et l'un des points sur lesquels on pousse, c'est l'hybridation des bateaux. Donc transformer tout ce qui est en pilotage gasoil aujourd'hui
en pilotage électrique interne et d'avoir un générateur d'énergie, d'électricité aujourd'hui à bord, qui actuellement peut être à GNR, HVO, à hydrogène, bref, avec l'intégration d'un bloc fourniture d'énergie. Donc ça, c'est à peu près le schéma sur lequel les Néerlandais, les Français, les Belges et les Allemands travaillent aujourd'hui, sans qu'aujourd'hui on ait une vraie solution clé en main et applicable de manière universelle. Mais c'est vraiment notre objectif pour assurer notre décarbonation intégrale à l'horizon 2050. Merci beaucoup Thomas. Noémie, le ferroviaire et le transport guidé en général est en grande partie électrifié, donc by design très très décarboné. Et c'est en conséquence, on en parle finalement assez peu dans les travaux de planification écologique, mis à part de manière indirecte via le report modal ou le fret. Qu'en pensez-vous et quelles sont les grandes innovations malgré tout du domaine qui permettent de décarboner encore plus ce mode déjà vertueux ? Alors c'est parce qu'en fait il est en effet vertueux comme vous l'avez dit par nature. Et l'objectif est dans le report modal, c'est-à-dire que l'idée c'est pas tant d'être encore plus décarboné sur les solutions ferroviaires qui en effet le sont déjà et sont déjà très efficaces sur ce sujet, mais c'est plutôt comment on amène des usagers de la voiture à prendre les transports ferroviaires ou les transports guidés. Donc nous, en tout cas, Urban Loop, c'est vraiment spécifiquement sur cette gamme-là qu'on travaille. Et c'est important parce qu'en fait, il y a vraiment deux mondes. Le monde de la voiture. Et même, bon, moi je suis experte du transport autonome, vu qu'Urban Loop est autonome sans chauffeur, le véhicule autonome routier, c'est monde routier, et puis le monde du transport collectif, et on trouve peu de gens qui ont travaillé chez Renault et chez Keolis. C'est assez imperméable, en vrai. Et bizarrement, c'est moins imperméable le fluvial et le ferroviaire. Donc il y a quand même des espèces de gros trucs culturels. Donc chez nous, vraiment l'ADN de la boîte, c'est né là-dessus d'ailleurs, c'est né dans le cerveau d'un universitaire qui devait trouver un sujet pour ses étudiants et qui dans les embouteillages. Et en effet, vous l'avez dit Thomas, 34% des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est le transport. Et sur ces 34%, plus de la moitié, c'est la voiture dans laquelle on est à 1,2 personnes, donc pas du tout assez. J'ai vu là sur le stand de ma collègue de 1 km à pied qui travaille justement sur ces sujets-là. Donc on est un certain nombre de startups à travailler là-dessus. Et donc l'idée, c'est d'amener ces gens de la voiture au transport public. Qu'est-ce qui fait que les gens prennent leur voiture ? Principalement, c'est le temps de trajet. Donc on a des tas d'exemples, des transports en commun qui sont d'un confort pas fort, certains RER, mais qui vont tellement plus vite que la voiture que les gens les prennent. Et puis dans des zones périurbaines où on peut toujours mettre dans les bus le Wi-Fi, le café et les rendre gratuits, les gens vont continuer de prendre leur voiture parce qu'ils mettent 4 minutes en voiture versus 16 en bus parce qu'ils attendent le bus 10 minutes, ça marche pas. Donc vraiment le déterminant du choix, c'est le temps de transport. Et donc nous, on a pensé à faire ces capsules que vous voyez un peu derrière moi, qui sont là et qui sont absolument sans attente en station. C'est-à-dire que le concept d'Urban Loop, c'est que les capsules vous attendent en station. Donc si vous venez là, on a le démonstrateur de Saint-Quentin en Yvelines, il y en a une dizaine qui tournent. Et ben, il y en a 5 dans une station, 5 dans l'autre. Vous arrivez, vous appuyez sur le bouton, ça s'ouvre et vous partez, vous sélectionnez votre destination. Vous allez directement à la destination sans arrêt aux stations intermédiaires. Et donc cette promesse-là de se dire on participe à la décarbonation de la mobilité en offrant une alternative donc totalement décarbonée, parce qu'on est sans batterie, alimentation électrique, donc c'est une alimentation par la voie, parce qu'il faut quand même que l'énergie arrive d'une manière ou d'une autre dans la capsule. Donc ça se voit un peu derrière moi, là c'est la vraie près de Nancy, enfin on voit le rail. Et donc cette promesse-là, elle fonctionne sur différents cas d'usage. Donc bien sûr les zones urbaines, zones périurbaines. Donc on a un contrat à Nancy pour une 40aine de capsules et une boucle qui fait 3,5 km pour rabattre vers un mode plus lourd, qui est un trolleybus en l'occurrence. On a un deuxième projet à Dunkerque avec une 60aine de capsules pour desservir de manière fine une zone industrielle avec un certain nombre d'usines. Et puis on a des projets touristiques, aéroportuaires, etc. On a une dizaine d'études en cours. En quoi les politiques publiques, parce que c'était le titre de cette table ronde, ont un impact pour faire émerger des solutions comme la nôtre ? Alors il y a évidemment la phase d'amorçage. Donc Urban Loop, c'est né en 2019.
Et c'est pas comme. Il y a des boîtes qui vendent du software, par exemple, temps de développement, 3-6 mois. Voilà. Pour produire les petites merveilles que vous voyez derrière moi, on a une usine. On est sur un temps, on est hyper rapide sur Urban Loop, mais malgré tout, on est né en 2019 et jusqu'en 2023, on n'a pas vraiment gagné d'argent. Donc on a vécu, donc acte 1, amorçage, donc avec BPI, CEREMA, des concours, des subventions, l'agence d'innovation dans les transports, le ministère, etc. Ça, c'est vraiment vital et c'est une politique publique pour faire émerger ce type de solution. Deuxièmement, la contractualisation. Aujourd'hui, on a la chance d'être... nos clients nous achètent en gré à gré sans mise en concurrence. Donc ça peut sembler du détail finalement. Ce n'est pas des choses que vous citeriez. Sauf qu'en fait, pour une boîte comme la nôtre, moi je suis là depuis 2 ans, on était 20, maintenant on est 30. Répondre à des marchés publics, c'est un truc qu'on ne peut pas faire tout de suite, qu'on pourra faire un jour. Mais voilà, donc deuxième chose publique, c'est grâce à nos brevets. Enfin, c'est pas cadeau de pouvoir être sans mise en concurrence, mais ça c'est vraiment important. Et puis la troisième chose dans les politiques publiques qui est fondamentale pour nous, c'est les procédures qui vont s'appliquer. Donc vous connaissez les sujets évaluation environnementale, autorité environnementale, qui ont par exemple bloqué les volocoptères pour les Jeux Olympiques. Enfin bloqué, et c'est normal. C'est de la vraie loi. Mais typiquement, nous, on est une solution hyper frugale. On n'imperméabilise pas les sols. On s'installe en 2 ans clé en main. Enfin, c'est le truc le plus simple de la Terre. Et aujourd'hui, les réglementations sur ces sujets-là sont... en gros, on passerait 3 fois le temps de procédure pour le temps de mise en œuvre qui est très petit. Et donc ça, c'est le troisième levier de politique publique sur lequel, quand on est un système de transport 100% décarboné, on a gagné le record du monde de la plus faible consommation énergétique, on est tout fait en France, il faut nous aider un peu encore sur ce sujet-là, sur comment faire pour que nos clients, à qui on dit banco, dans 2 ans, on signe aujourd'hui, dans 2 ans on inaugure, ce qui est la promesse qu'on tient. Et vous parliez des ministres, alors nous on a posé avec Clément Beaune, N-X, le 19 décembre le premier rail, 19 décembre 23, et on a fait tourner les premières capsules en mars 24. Donc quand on dit qu'on va vite, on va vite. Et donc c'est vrai que quand nos clients veulent faire avancer le truc et qu'on leur dit c'est 3 ans l'évaluation environnementale, mais on n'est pas sûr qu'elle soit nécessaire, ça c'est compliqué. Donc troisième levier politique publique, les procédures. Voilà en 2 mots... en répondant à votre question et en tentant de présenter la solution. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes lauréat France 2030 et aussi vous êtes au bon endroit parce que vous êtes aussi lauréat French Tech 2030. Donc on a un bon peu cumulé. Retour à la station F. Lucas, vous n'êtes pas encore lauréat France 2030, mais en tout cas vous êtes lauréat Propulse. La décarbonation du secteur aérien est un enjeu assez majeur pour la filière et on parle beaucoup des nouveaux programmes d'aviation d'Airbus. On parle beaucoup des avionneurs émergents. On parle aussi beaucoup des carburants d'aviation durable. Mais existe-t-il d'autres leviers de décarbonation sur lesquels travailler et qu'est-ce que vous proposez dans votre société Estuaire ? Alors, merci d'avoir remis un peu le panorama des solutions qui sont envisagées dans l'aviation. L'aviation, contrairement au ferroviaire, au fluvial, au routier, c'est quand même un secteur qui est profondément carboné par la nature, c'est la physique. Faire voler un objet très lourd, déplacer des passagers d'un point A à un point B, c'est quelque chose qui, en tout cas dans les technologies qu'on les a développées, c'est quelque chose qui consomme énormément de carburant. Pour la proportion qu'on a en termes sur l'impact global, on est à 2-3%, on va dire, sur l'empreinte CO2 par rapport à quand on prend les transports, quand on prend l'énergie au global. Et en fait, tous ces programmes, ils sont tous importants. Mais nous, à Estuaire, on a essayé de trouver un moyen qui soit directement actionnable à court terme. Et c'est quelque chose qui dépasse les effets CO2. Et donc, pour vous faire aussi le panorama complet, on parlait des programmes d'Airbus, technologie moteur, on parle de carburant d'aviation durable, donc SAF. Et donc ici, en fait, on a grossièrement 8 manières, en tout cas, que le secteur est en train d'investiguer pour savoir comment on peut finalement avoir une industrie qui soit net zéro, qui soit totalement décarbonée. Mais en fait, chacune de ces innovations a ses challenges. Et donc vous avez par exemple le renouvellement des flottes, c'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre sur les médias. Mais en pratique, un renouvellement de flotte, ça se fait tous les 15-20 ans. Et on arrive sur effectivement des avions qui sont beaucoup plus efficients,
mais on n'est toujours pas à cette neutralité carbone tant voulue. Et c'est énormément d'investissement. D'un côté, on a aussi tout ce qui va être électrique, hydrogène. Pareil, on a des acteurs comme Blue Spirit Aero, Ascendance, donc ce sont des constructeurs, des startups qui se déploient et qui veulent développer cette mobilité électrique et hydrogène à une échelle d'abord régionale, et ensuite l'idée ce sera peut-être d'étendre le scope de ces opérations, mais pareil, on est sur des produits, voilà, Urban Loop, on a déjà un produit qui prend quelques années à se mettre en place. Imaginez un avion, on est souvent sur une dizaine d'années entre les réglementations, les certifications, c'est un process qui est très long, puisque l'aviation c'est un secteur où la sécurité est d'abord mise en premier, c'est safety first, et ensuite on essaie d'avoir cette sustainability qui arrive maintenant. Les carburants d'aviation durable, petit point sur ce sujet, on a, il me semble, plus d'une centaine de boîtes qui travaillent dans ce secteur, mais la problématique, ce sont en fait la production concrète donc, de carburants d'aviation durable. Pour faire le petit rappel, c'est on prend des déchets, par exemple alimentaires, on peut prendre des huiles, on peut capter du CO2 dans l'air et le transformer directement en fuel. Et en fait, tous ces procédés, ils sont limités sur la quantité de production. Et donc, actuellement, on est limité simplement par l'offre et pas par la demande. La demande est plutôt dirigée avec les compagnies aériennes qui peuvent acheter ces fuels. Et en Europe, on est actuellement, d'un point de vue réglementaire, sur 2% de carburants d'aviation durable, donc de SAF, qui sont implémentés sur ces opérations. Et ensuite, à l'horizon 2050, il me semble qu'on est autour des 30-50% d'intégration de SAF, mais c'est quelque chose qui est contraint par la production, la capacité de production. Et ensuite, donc, d'autres mesures d'innovation, donc l'optimisation des opérations aériennes, tout ce qui passe au niveau de l'aéroport, donc dans les opérations, tout ce qui est électrification. Les carbon offsets, c'est une solution qui, d'ailleurs, très récemment a prouvé ne pas être très efficiente. Et enfin, je dirais même le Graal, ce sera des solutions de sobriété. Et nous, ce qu'on propose et ce qu'on a découvert, c'est quelque chose qui est assez récent, c'est qu'en fait, les avions, quand ils vont voler à un certain niveau de vol, à une certaine température, avec un certain taux d'humidité, on va avoir ce qu'on appelle des traînées de condensation qui vont se former derrière vos avions. Donc typiquement, ce sont ces deux nuages, en fait ce sont des nuages artificiels qui sont créés quand l'avion traverse un espace dans certaines conditions. Et ce qui est intéressant sur les traînées de condensation, donc les contrails, c'est qu'on a estimé que c'est 30% de l'impact global de l'aviation qui est dû à ces effets. Et en plus, c'est un effet qui, moi j'appelle ça l'effet Pareto, c'est seulement 3% des vols génèrent 80% de l'impact. Et donc là, on a une solution qui paraît quand même assez on va dire, avec beaucoup de promesses, puisqu'on va pouvoir identifier les vols qui sont générateurs ou qui ont la probabilité de générer ces traînées de condensation, et on va ensuite travailler avec les compagnies aériennes et tout ce qui est trafic en vol pour définir une trajectoire d'évitement de ces zones de traînées de condensation. Donc ça, c'est le pourquoi des SUR, c'est le pourquoi de la start-up, et on essaye d'implémenter en tout cas cette logique avec les compagnies aériennes d'abord, mais aussi avec les aéroports, les manufacturers, donc ça va être des Safran, ça va être des Airbus, ça va être des Boeing, et aussi avec tout l'écosystème financier, puisque eux financent des avions qui ensuite émettront des émissions, et donc là ça tombe dans leur scope 3 directement. Et donc concrètement, comment vous faites ? Et tout ce que je viens de vous dire, en fait, ça se traduit en fait en une base de données où nous on va traquer tous les vols qui sont opérés commercialement. Donc là on compte à peu près 36 millions, 40 millions de vols opérés commercialement. On va traquer ces vols, donc on va traquer leur trajectoire via des données ADS-B. Donc c'est une sorte de GPS. Imaginez un Waze de l'aviation grossièrement, donc une vue de tous les vols qui sont opérés à un instant T. Et ensuite on va mettre par-dessus donc des données météo, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, les traînées de condensation, ce sont des nuages qui se forment que dans des conditions très très précises, donc une humidité très forte, une température qui est très faible. Donc voilà, quand il fait froid et humide, grossièrement, on a une probabilité de génération de traînées de condensation, et donc ça va être influencé notamment par l'altitude. Donc nous, on va traquer tous ces vols, et en fait, on va avoir une base de données où pour chaque vol, on va avoir opérateur, et ensuite on aura impact CO2, impact non CO2,
D'ailleurs, quand je dis non CO2, on parle de contrails, mais on fait également tout ce qui va être NOx, vapeur d'eau, le SUI, l'impact, le life cycle impact d'un avion. Donc nous, c'est vraiment l'objectif d'avoir cette vue, disons, 360 sur les émissions et l'impact climatique de l'aviation. Et cette base de données, on va la fournir à des aéroports, on va la fournir à des financiers, et on leur donne en fait l'arme vraiment purement rationnelle pour qu'ils puissent prendre ces décisions et ensuite agir au niveau de leurs opérations. Merci beaucoup Lucas. Alors, nous avons parlé de transport fluvial, nous avons parlé de transport urbain, nous avons parlé de transport aérien. Adoptons une démarche un peu plus transversale. Et donc Fabio, vous êtes un observateur privilégié depuis votre position d'investisseur sur les tendances, sur les différentes innovations. Donc quelles sont ces tendances et quelles sont les grandes innovations du domaine du transport pour la décarbonation, et est-ce que vous pouvez l'illustrer à partir d'investissements de votre portefeuille? Alors, je dirais que ta lecture est correcte, c'est-à-dire que depuis 5-6 ans, surtout, on a vu une accélération de l'intérêt du monde des investisseurs sur les sujets de décarbonation et efficacité de modèle de business dans le transport en général. C'est vrai qu'on a attaqué surtout le transport, je dirais, routier, l'auto principalement, pas que sur des sujets, je dirais, de rupture technologique fondamentale ou deep tech, mais surtout beaucoup à niveau de changement de modèle de business, innovation à niveau de modèle de business. On a moins regardé effectivement, et c'est plus par rapport probablement aux nouvelles tendances, les autres secteurs. Donc les représentants ici, j'ajouterai aussi le transport maritime qui est aussi assez intéressant en ce moment à regarder. Mais on a aussi quand même à faire des investissements dans le sujet de transport public en ville, le sujet de la Smart City d'une certaine manière, un sujet qui a pris beaucoup dans les dernières années les fonds d'investissement en venture. Aujourd'hui, je dirais, ce que je vois depuis 2-3 ans, et je pense que ce n'est pas un mystère pour la salle, c'est que compte tenu de la situation économique et financière globale, ça fait 3 ans que le niveau de risque que les investisseurs à tous les niveaux sont pris à prendre a baissé drastiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des sociétés qui font du chiffre d'affaires, ont prévu de faire du chiffre d'affaires dans 2 ans, 3 ans, c'est très difficile de trouver des financements. Alors qu'avant, on avait une approche beaucoup plus, c'est où la tendance, où on va, c'est quoi le marché, c'est quoi l'impact. Aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif à analyser les unit economics, les modes de fonctionnement et l'attraction commerciale des sociétés. Donc ça, je pense que c'est un peu vrai partout, spécialement dans le marché du transport, parce qu'aujourd'hui, on couple ces difficultés, je dirais, du monde qui est son propre monde financier, avec des complexités liées proprement aux politiques industrielles européennes, et qu'on voit évidemment en France, des politiques qui ne sont pas forcément très claires à lire, et surtout très cohérente dans la durée. On a tendance, surtout récemment, à essayer de remettre en question un peu tout. Je lisais récemment que dans l'application de la réglementation RED 3, peut-être part de vous connaissent, mais c'est par rapport aux besoins de décarbonation des usages dans les transports en Europe. On est en train de remettre en question les définitions de que ça rentre dans la définition de décarbonation, notamment sur les carburants. Donc, c'est un peu la difficulté qu'on voit en ce moment. Et du coup, pour tracer les tendances, aujourd'hui, je m'attends surtout, encore pour 2025 et 2026, une attention assez particulière à la capacité des sociétés de générer du chiffre d'affaires à un horizon relativement proche. Et donc, tout ce que tu disais sur
essayons de ne pas mettre des freins réglementaires, d'autorisation, etc. C'est clé pour nous parce qu'on n'est pas capable de se projeter dans des situations dans lesquelles on ne voit pas clair à 12 mois. D'ailleurs, parce qu'évidemment, on finance des sociétés qui ne sont pas rentables. Donc, chaque trimestre, chaque 6 mois, chaque 12 mois de retard, c'est de l'argent qui coûte très cher, qui n'est plus là. Et donc, qu'il faut refinancer pour trouver de la croissance et trouver à nouveau la possibilité de renouveler les promesses d'innovation de la société. Donc, en ayant dit ça, évidemment, si je regarde notre portefeuille, il y a quand même des situations qui se développent très bien. Je dirais plutôt dans le mode de fonctionnement des innovations, notamment dans les transports publics, une société qui s'appelle Caros, qui peut-être la plupart de vous connaissent parce qu'elle est présente en Île-de-France, qui est une solution de covoiturage. Depuis quelques mois, c'est le seul opérateur approuvé par Île-de-France Mobilité. Et si vous avez un pass Navigo, votre pass Navigo, vous avez droit à 2 trajets gratuits tous les jours pour prendre la voiture avec quelqu'un et faire vos trajets, typiquement maison, travail et aller-retour. Donc, c'est des innovations que quand on a investi dans la boîte il y a 6 ans, on n'avait pas du tout imaginé que ça pouvait devenir vraiment un de facto standard pour en fait, virtualiser le réseau de transport public Île-de-France. Parce qu'aujourd'hui, si Île-de-France Mobilité donne droit à utiliser ces moyens de transport, c'est parce que dans ces trajets que beaucoup de gens doivent faire tous les jours en Île-de-France, il n'y a pas un réseau de transport fiable et disponible. Ou aussi, c'est moyen de doubler la capacité, parce que quand vous avez un problème sur le transport public, une grève ou autre chose, vous avez un moyen de transport pour éviter de prendre votre propre voiture. Donc voilà, c'est des innovations de modèles de business comme ça, qui ne sont pas des innovations de rupture, mais ça répond exactement à un usage le plus... ce qu'on cherche, évidemment, c'est un usage fréquent et profond à niveau de volumétrie. C'est comme ça que l'argent très risqué et très cher du capital risque peut générer du retour pour les investisseurs, parce qu'à nouveau, c'est bien décarboné, c'est bien les green, mais ça n'a pas du sens économique. Ça va être compliqué, surtout ces jours-là. Je sens que Thomas veut réagir. Oui, sur un point, parce que c'est un point qu'on peut partager, y compris quand on est en charge de politique publique, c'est celui de la visibilité et des normes, de la visibilité, de la pérennité des normes. Nous, on a un principe qui est un principe de neutralité technologique que l'on doit appliquer, puisque c'est un principe européen et qui est à la base de toutes les politiques publiques en termes de transport. Sauf que on n'a pas les mêmes enjeux en fonction des modes de transport. Et c'est pour ça que je voulais faire le lien avec le maritime, dont on parlait en amont. Mais typiquement, il y a 2 vecteurs énergétiques aujourd'hui à l'échelle mondiale qui sont beaucoup étudiés ou analysés ou même mis en œuvre sur le maritime, c'est le méthanol et l'ammoniac. Et les chantiers maritimes étant souvent des chantiers capables de construire des coques de bateaux, l'enjeu est de transférer cette technologie vers le fluvial. Nous avons décidé de lancer des études spécifiques sur la dangerosité de ces produits par rapport à l'eau et l'eau potable, parce que en gros, si on est un mode de transport fluvial, il faut savoir qu'à peu près 80% de l'eau potable que l'on boit en France transite par un ouvrage de navigation opéré par VNF. Donc on ne peut pas se permettre, au titre de la santé publique et de la sécurité de la population, d'avoir une fuite d'ammoniac ou une fuite de méthanol. Donc on a décidé de financer, nous, État, un certain nombre d'études sur ce domaine-là pour donner de la visibilité aux acteurs. Puisque je ne peux pas donner de contraintes en disant ça on peut pas, et qu'on laisse tout le monde travailler. L'enjeu, c'est de flécher un peu et de démontrer s'il y a un problème ou pas, et donc possiblement une norme ou pas qui sera un jour déterminée par les acteurs publics au regard d'accidents potentiels. Ça, je pense que c'est un point qui est assez essentiel. On a dans chaque domaine d'activité un peu des règles ou des objectifs. Tu parlais de safety first pour l'aérien. Nous, clairement, entre transporter du fret sur de l'eau et l'eau potable pour les habitants, on sait tout de suite le choix qui sera fait en cas d'accident ou en cas de priorité. Donc c'est des enjeux qui sont importants à prendre dans l'innovation pour ne pas faire de fausses routes et, comme tu le disais, pas perdre d'argent collectivement derrière.
Alors, des grandes priorités pour les différents secteurs. Et peut-être pour terminer, est-ce que chacun d'entre vous, est-ce que vous pourriez préciser ou peut-être évoquer un frein, vous l'avez déjà fait en partie, hein, mais un frein majeur pour la décarbonation dans vos secteurs, et est-ce que vous avez des pistes pour essayer de dépasser ces freins ou ces verrous? Lucas, peut-être. Bon, l'aviation, par nature, c'est vraiment, comme tu disais, safety first. Donc il y a beaucoup de réglementations, que ce soit à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle internationale. Et nous, un des gros soucis, et qui va bloquer notamment la décarbonation, c'est l'alignement de toutes les parties prenantes. Quand je dis l'alignement de toutes les parties prenantes, par exemple, il faut comprendre que on a différents, disons, schémas de décarbonation. On a un schéma, par exemple, qui s'appelle Corsia. Et Corsia, c'est quelque chose qui est très très rare et exceptionnel. C'est un groupe, disons, qui se met d'accord pour prendre des mesures à l'échelle mondiale sur l'aviation. Sauf que par nature, quand on a des groupes où il y a tant de parties prenantes, l'innovation pêche un peu. Et donc, on a des structures qui sont un peu plus flexibles, un peu plus, disons, innovantes. Donc, au niveau de l'Europe, on est très pionnier sur la sustainability. Mais quand on voit ce que font nos collègues américains, on a des questionnements qui se posent dans ces groupes plutôt mondiaux. Si on avait un alignement de tous les acteurs avec une direction commune, évidemment que l'innovation serait bien plus facile et bien plus efficiente. Merci. Noémie? Forcément un peu la même chose que ce que vient de dire Lucas, alignement des acteurs et mettre tout le monde dans la même direction. Après, c'est une question difficile que celle des freins, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment toujours tendance à raisonner en opportunité. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que quand on a une solution éprouvée, il y a vraiment cette notion qui nous donne une vraie méfiance sur des, comme vous le disiez d'ailleurs, tu disais sur quelque chose qui soit bancable tout de suite. Enfin, nous, on a choisi d'être hyper pragmatique, de construire nos capsules dans notre petite usine, de faire les trucs. Et si on fait les trucs, qu'on a une solution qui a du sens, qui a sa place sur les territoires et qui est économiquement pertinente, alors, bien sûr qu'il y a des freins, il faut que toutes les planètes soient alignées, il faut que les gens ne soient pas trop moroses pour avoir envie d'acheter, il faut que les politiques puissent faire leur travail, etc. Mais j'ai quand même la conviction que les bonnes solutions, dans la mobilité, c'est vrai pour tout le monde ici, les bonnes solutions, par nature, trouvent les sponsors, puis les fonds, puis les clients. Et je crois beaucoup à ce... Enfin, pour celle-ci, il n'y a pas de frein, en fait. Il y a des freins, on trouvera toujours des freins quand le truc ne marche pas bien, on trouvera toujours... Ah bah oui, on ne trouve pas de financeur. Ben non, c'est pas qu'on ne trouve pas de financeur, c'est que le truc ne marche pas bien, donc on ne trouve pas de financeur. Donc voilà, je suis plutôt à raisonner en opportunité qu'en frein. C'est une philosophie. Merci pour ce message optimisme, ça fait du bien. Fabio, des freins, des opportunités? Je partage absolument, je suis optimiste par nature et aussi. Et autant avant, je parlais de attention au modèle économique, à la bancabilité des solutions, comme tu disais, etc. Autant je pense qu'en tout cas, je suis assez optimiste sur notre capacité, nous tous Européens, de pouvoir mener une politique à 10, 15, 20 ans de réindustrialisation verte de l'Europe pour être leader vraiment dans certains segments. Évidemment, on ne peut pas tout faire. Certains segments, notamment on a des filières technologiques dans lesquelles on est vraiment à la pointe de la recherche mondiale. Et on a besoin, pour venir au frein, de simplifier, vraiment simplifier, d'éviter ou de pas se faire prendre pour des naïfs et adopter ce sujet de la préférence européenne, parce qu'ailleurs, les gens font n'importe quoi. Et troisième, je pense que voilà, il faut une sorte de stabilité au-delà des problématiques dans un pays XY, mais une stabilité européenne qui tient la route, parce que pour les investisseurs, c'est fondamental à pouvoir avoir un cadre de fonctionnement qui est constant, qui est prévisible. Évidemment, si on avait même un marché commun en Europe, un vrai marché commun, ça aiderait évidemment. Et enfin, Thomas? La même chose aussi, les opportunités. Moi, je trouve que les écosystèmes sont assez alignés et que les politiques publiques en Europe sont assez claires en termes d'objectifs, même si, en effet, il y a des petits zigzags pour y aller. Mais en gros, la neutralité carbone et l'objectif de décarbonation me semblent assez clairs et transversales. Moi, j'aurais une vision un peu double. C'est-à-dire que
mon propos ne sera pas applicable pour le passager, mais en tout cas sur la partie fret, on est sur quelque chose de très capitalistique. Et pour moi, l'un des freins aujourd'hui, c'est la compétitivité et l'écart de compétitivité entre la technologie pétrole mature et les technologies que l'on développe sur trois facteurs clés essentiels. Le transport, la logistique, c'est quoi en gros en termes de dépenses? C'est le matériel, qu'il soit flottant ou roulant, dont le coût est plutôt croissant avec les technologies qu'on met à bord aujourd'hui. C'est un des éléments assez marquants, notamment sur l'automobile, mais c'est valable dans tous les secteurs d'activité. Alstom aussi le précise, notamment pour le prix des trains aujourd'hui, avec les câblages notamment. Airbus a eu ce même problème il y a quelques années de surcoût lié au câblage. Ça, c'est un problème important. L'énergie, clairement, aujourd'hui, on n'a pas de vecteur énergétique plus économique que le pétrole. En tout cas, si on laisse le marché géré. Donc d'où le travail sur les externalités, mais vraisemblablement le marché carbone ne compense pas intégralement l'effet prix que l'on a. Je parlais de la barge à hydrogène tout à l'heure, c'est x3 par rapport à du GNR classique, qui aujourd'hui, dans l'activité économique que l'on connaît, est capable d'accepter de faire un x3 même pour sa politique RSE. Et puis troisièmement, c'est le personnel, c'est la masse salariale à bord ou dans le train. Et là, les innovations liées à l'autonomisation des bateaux, des trains, etc., sont aussi des enjeux importants, parce que ça permet de recouvrer parfois des marges de compétitivité qu'on pourrait perdre sur la partie énergie. Merci à tous. Le temps est écoulé. Merci pour ces éléments de contexte, cet élan d'optimisme. Il nous reste encore beaucoup de travail, mais je pense qu'on est sur le bon chemin et je pense on compte sur vous, mais on compte aussi sur les startups de la Green Tech et toutes les entreprises qui sont accompagnées par l'Agence d'innovation des transports. Donc, on compte sur vous, on en a besoin et tous ensemble, on va y arriver. Donc, merci à tous.